Mesdames et messieurs, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission spéciale du Téléhandicap pour parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne. Un sujet qu'on a réussi à développer dernièrement pour parler des milliers et des millions de personnes qui vivent avec un handicap à travers le monde, dans les pays voisins et surtout à partir du Québec, du Canada, pour redonner une vie à ceux et celles qui n'ont rien pour l'équilibre de la société. Il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui trois personnalités qui viennent de la Tunisie, un pays de la Méditerranée et d'une ville qui est reconnue par son accueil et par son huile d'olive, qui est exportée partout dans le monde. La ville, c'est la ville de Sfax. Elle est connue aussi par des universités, des chercheurs, des médecins, des spécialistes en technique pour les personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui la présidente de l'Association tunisienne de paralysie cérébrale, et j'ai nommé Mme Besma Ben Moussa, le professeur Dr Chanez Sharfi Triki, neuropédiatre, et la professeure Fatma Kamoun Fiki, aussi neuropédiatre, qui sont là pour parler avec nous, pour partager ensemble ces sujets qui concernent tous, chez eux, chez nous et partout à travers le monde. Mesdames, je vous dis bonjour du Québec. Bonjour. Bonjour de Sfax. Je voudrais commencer tout d'abord avec le professeur Chanez Sharfi Triki. Professeur, j'ai lu une partie de votre curriculum vitae. J'étais impressionné par ce parcours qui vous a amené pour aller de l'avant et donner la vie à ces enfants qui naissent avec un handicap ou qui ramassent un handicap en cours de route. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre expérience dans ce domaine? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et tout d'abord, je vous remercie pour cette opportunité et je salue nos écouteurs partout où ils sont. Il faut dire que l'intérêt, enfin pas l'intérêt, mais mon entrée dans la prise en charge de l'handicap, elle a commencé très tôt quand j'étais encore jeune assistante parce que j'ai commencé à faire la neurologie pédiatrique en France et puis je suis revenue à Sfax, il n'y avait pas de service et j'étais dans un service de neurologie adulte. Et la neurologie adulte pour la prise en charge multidisciplinaire, c'était pas quelque chose de très connu. Donc, afin d'améliorer la prise en charge des enfants, je me suis dit que la meilleure façon, c'est de collaborer avec les associations de patients qui ont une déficience et qui travaillent pour l'amélioration de la possibilité, de la déficience et de la qualité de vie de ces enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intégrer, à travailler. Il faut dire que ils nous ont énormément aidés, ce contact avec ces associations, le travail avec ces associations de handicap moteur, de handicap intellectuel, déficience intellectuelle, mais aussi de polyhandicap, nous ont permis d'améliorer et de mieux comprendre et de mieux être disposés pour prendre en charge convenablement les enfants avec déficience, qu'elle soit motrice, intellectuelle ou autre. C'est ça le premier contact avec on travaille avec l'handicap et puis on a continué. Donc, nous avons été nous sommes allés du travail social et de l'amélioration parce qu'on n'était pas, on a intégré le handicap pas toute seule avec le professeur Kamoun aussi. Nous avons intégré ces associations pour apprendre et pour aussi ajouter quelque chose dans la prise en charge. Et c'est comme ça qu'est né deux projets de recherche, le projet de recherche de la prise en charge précoce des enfants avec risque de développer une paralysie cérébrale
et un projet de recherche fédéré tunisien qui était aussi la prise en charge et l'amélioration de la qualité de vie des enfants avec polyhandicap. Et c'est comme ça que ce travail a commencé, avec le handicap. Et Excellent. Oui, je allez-y. garde un excellent souvenir parce que c'est grâce à cette approche que j'ai pu évoluer dans la prise en charge en neurologie pédiatrique, il faut le dire. Mais excellente introduction et fier d'entendre de cette partie de votre parcours. On y reviendra tout à l'heure. Et je veux passer directement avec professeur Fatma Kamoun Feki. Je sais, même j'aurai tout à l'heure une petite question extrêmement importante pour moi, mais je veux connaître premièrement votre parcours aussi avant de rentrer dans les corps de sujet tous ensemble. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre parcours, docteur Feki? Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité et pour ce partage d'expérience. Effectivement, comme ça a été mentionné par professeur Chanestri, qui est mon maître, et c'est elle qui m'a initiée à la neurologie pédiatrique depuis 1998. Et là, quand je suis venue en service de neurologie adulte, la même chose. Donc, là, on n'avait pas la pratique directe de la neurologie pédiatrique. Et là, j'ai trouvé déjà le terrain associatif et le réseau qui a commencé à se mettre en place depuis pratiquement une dizaine d'années, si je peux dire déjà, qui est une collaboration qui existe avec les associations. Et donc, c'était une continuité de ce travail. Donc, c'était effectivement des consultations régulières dans des associations qui prennent en charge que ce soit le handicap moteur, le handicap cognitif. Il y avait aussi les associations de prise en charge des personnes avec polyhandicap. Et là, c'était un peu difficile au début de s'y mettre parce que déjà, dans les associations, au début, c'était un peu difficile. On trouvait les personnes avec handicap un peu mélangées, si on peut dire, mais quand même, on a essayé, à partir de ce premier contact, d'organiser le travail, d'avoir des consultations régulières, d'essayer d'améliorer la consultation de ces personnes, de limiter un peu leur déplacement à l'hôpital. Comme vous le savez, les hôpitaux ne sont pas tous aménagés pour accepter des personnes avec handicap. Et là, donc, c'était vraiment une expérience qui nous a rapprochés plus des personnes avec handicap. Et je pense que, comme le disait le professeur Strick plusieurs fois, quand j'étais encore jeune et je ne comprenais pas l'intérêt des associations, elle me disait on ne pouvait pas faire la neurologie pédiatrique si on ne fait pas de travail associatif. Là, c'est une phrase que j'ai retenue et là, avec les années, on a compris qu'effectivement, on ne peut pas faire la neuropédiatrie si on n'a pas un réseau associatif assez bien développé. Et effectivement, à partir de ce réseau, on a pu par la suite aller plus vers la recherche, faire les projets de recherche, comme elle a parlé tout à l'heure, et d'aller vers la prévention de l'handicap. Donc, on est allé vers un projet de prise en charge précoce pour essayer de prévenir le handicap. Et je pense que maintenant, on travaille plus sur la prévention de l'handicap, sur la diminution du retentissement de l'handicap. Voilà, donc Écoutez, ça, grosso modo, l'expérience du côté un peu émotionnel. elle est très claire, votre expérience, et je retournerai maintenant pour vous présenter et connaître mieux l'initiatrice de cette rencontre avec vous aujourd'hui. Et j'ai nommé Madame Besma Ben Moussa, qui est physiothérapeute et présidente de l'Association tunisienne de paralysie cérébrale. Madame Moussa, on aimerait bien connaître quelque chose sur vous. Et la parole est à vous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre à distance. Je suis très heureuse d'être avec vous et avec mes chers professeurs, professeur Treki et professeur Camoun. Bon, je voudrais dire, je suis très ravie à cette rencontre et mes professeurs ce sont eux qui m'ont appris mon métier et comment le savoir-faire avec les personnes handicapées. On a travaillé ensemble
dès la création du service neuropédiatrie. Et on a monté un projet sur l'accompagnement des parents qui ont des enfants avec paralysie cérébrale. Et de cette expérience, on a fait une formation pour les parents parce qu'on a trouvé que malgré les structures qu'il existe à Sfax, mais il y a que les parents ignorent c'est quoi la paralysie cérébrale, comment prendre en charge un enfant avec paralysie cérébrale. Donc, on a voulu travailler avec l'enfant et aussi avec avec les parents et d'impliquer positivement les parents dans la prise en charge pour une bonne qualité de prise en charge et une évolution rapide et évolution efficace. Donc, c'est à partir de cette formation, on a fondé l'association Ensemble. C'est une association des parents et des professionnels qui interviennent avec les enfants avec paralysie cérébrale. Et professeur Trick et professeur Camon sont des membres fondateurs de cette association. Oh, quelle fierté d'être entouré des personnes de ce calibre. Oui. Maintenant, je retourne à la professeure Sharfi Triki et je voudrais savoir quelque chose à titre de neuropédiatre. On sait très bien que c'est la discipline la plus dévouée de la prise en charge des enfants surtout, c'est au niveau neurologique. On sait très bien que ce problème est conjoint avec la paralysie cérébrale, ce qu'elle parlait tout à l'heure, ce qu'elle vient de parler, Madame Bin Moussa. Mais est-ce que cette réalité vis-à-vis les enfants, au niveau de cette neuropédiatrie, avez-vous une idée de la base essentielle? Parce qu'on sait, avec la paralysie cérébrale, cette cellule, elle est morte à la naissance ou avant la naissance. On en parlera de ça tout à l'heure. Mais quelle est la cause essentielle qu'un enfant vit avec cette pathologie-là dans ce système nerveux central? Concernant les étiologies, les causes, vous voulez parler des causes de cette atteinte cérébrale. Exact. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, mais malheureusement et jusqu'à maintenant et en Tunisie, c'est les problèmes d'accouchement qui sont les causes les plus fréquentes. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que tout ce qui peut toucher le cerveau au cours de son développement peut entraîner une paralysie cérébrale, peut donner une atteinte motrice et peut donner une paralysie cérébrale. Et donc, à côté des difficultés de l'accouchement, des problèmes de photopathie, des infections pendant la grossesse, des problèmes pendant la grossesse, au cours de l'accouchement, juste après l'accouchement, que ce soit des problèmes infectieux, que ce soit des problèmes vasculaires, que ce soit des problèmes hypoxiques, tout peut donner une paralysie cérébrale. Ce qui est très important à retenir là, c'est que la majorité de ces causes sont préventables, c'est-à-dire qu'on peut les prévenir avec une bonne éducation des parents, des nouveaux mariés. Ça, c'est un problème qui se pose chez nous parce qu'on a remarqué que la majorité, malheureusement, nous n'avons pas encore de registre de paralysie cérébrale. C'est l'un des objectifs de l'association, de mettre en place un registre. Mais on sait que la paralysie cérébrale est quelque chose de très fréquent en consultation. Et d'après notre observation, nous avons remarqué que les jeunes mariés n'ont aucune éducation sur le plan grossesse et les jeunes mères ne sont pas très éduquées sur le plan sanitaire concernant comment se déroule la grossesse, quelles sont les précautions, comment il faut la surveiller, l'accouchement, après l'accouchement, etc. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce plan
par rapport à notre association. Et là, c'est un sujet qui est d'actualité puisque beaucoup d'autres associations qui s'occupent des problèmes de grossesse et de suivi de la grossesse, de l'accouchement, de la grossesse et de l'accouchement sont aussi conscients de ce problème. Mais c'est ce qu'on a remarqué. Ce qui est très important à retenir, comme je l'ai dit, c'est vraiment que ce sont des choses, la majorité sont des pathologies qu'on peut prévenir. Donc, c'est à nous les médecins, mais c'est aux associations qui sont avec nous d'améliorer les connaissances de la population et de la connaissance des mères pour éviter ces problèmes. Professeur Charfi-Triki, vous avez souligné 2 points essentiels au niveau du registre et au niveau des multiples problèmes avant et pendant la naissance, si on parle de paralysie cérébrale. C'est sûr, si on parle de paralysie cérébrale, il y a la lésion au niveau du cerveau avant la naissance, il y a un ACV, ça peut être aussi avant la naissance, et nous avons découvert ici au Québec que l'exagération de la maman durant sa grossesse au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue, serait un facteur essentiel. Il y a aussi, à l'heure de l'accouchement, le manque d'oxygène. Mais avez-vous entendu parler, parce que c'est une découverte dernièrement, au niveau de la génétique? Oui, que la génétique serait une cause essentielle pour la paralysie cérébrale. Qu'en pensez-vous? Si on pense que la paralysie cérébrale, c'est un problème, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie en elle-même. Exact. C'est-à-dire que tout ce qui peut toucher le cerveau, que ce soit une anomalie génétique qui va entraîner une malformation cérébrale, que ça entraîne qu'une maladie génétique qui va perturber le fonctionnement cérébral, pas nécessairement quelque chose de morphologique, que ce soit un problème infectieux, que ce soit un problème vasculaire. Si on a une sémiologie motrice, un trouble moteur ou du tonus, c'est une paralysie cérébrale. Et là, actuellement, je pense que dans la dernière réunion qui a été faite dans le consensus de la paralysie cérébrale, c'est-à-dire que on a accepté que c'est un terme c'est un mot qui doit englober plusieurs situations et que l'origine génétique, contrairement à ce qu'on pensait avant, parce qu'avant c'était un élément exclusif dans notre raisonnement, actuellement ce n'est plus le cas. Bien sûr, il faut faire la différence là, et là c'est un problème qui reste pour moi un peu flou, c'est-à-dire que on peut avoir, il y a une différence entre les pathologies génétiques qui sont non évolutives, dégénératives, et les pathologies où, là, parmi les drapeaux rouges, quand on parle d'origine génétique, c'est-à-dire quand il y a une petite évolution, ce qui n'est pas le cas dans la paralysie cérébrale d'une façon générale. Dans la paralysie cérébrale, les enfants, ils évoluent vers une amélioration discrète. Mais pour les problèmes, pour les causes génétiques, il faut y penser quand on a une petite amélioration. Mais là, je pense que on a besoin de discuter encore plus parce que je pense que même avec une pathologie dégénérative, elle peut être stationnaire et que ça peut donner une paralysie cérébrale et que ça peut être vraiment une cause définitive d'un tableau de paralysie cérébrale. Écoutez, c'est très important ce que vous venez de dire, mais nous, la génétique n'est pas encore confirmée. Ça a été annoncé par différentes universités, incluant l'Université McGill et l'Université d'Alberta. Et nous, on n'a pas pu suivre, on a confirmé, on a parlé, on a répondu aux questions des journalistes, mais c'est un sujet qui n'a pas été confirmé encore définitivement par les autorités. C'est pour cela qu'on va attendre toujours les réponses scientifiques, mais c'est entre les mains des grands chercheurs de chez nous. Mais c'est un sujet qui porte l'attention à plusieurs chercheurs pour mieux comprendre la spécificité de la génétique. Et nous avons eu quelques exemples, c'est ça. Maintenant, je retourne à... C'est un projet, excusez-moi, mais c'est un projet qu'on est en train de monter actuellement dans notre service parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de tableaux qu'on a considérés avant comme des paralysies cérébrales, mais que vu que l'évolution n'est pas tout à fait exactement la même, qu'il y a des aggravations qui ne peuvent pas être expliquées par l'évolution naturelle de la paralysie cérébrale, surtout dans les paralysies cérébrales dyskinétiques. Et là,
on va faire une étude génétique pour comprendre un peu ce qui se passe dans ce sens. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait compris. Oui. Maintenant, je retourne, on va rester toujours dans ce sujet intéressant parce qu'on mélange un petit peu la médecine avec le handicap, étant donné que c'est un petit peu deux mondes différents. La médecine pourrait devenir dégénérative, que le handicap, surtout l'appareil cérébral, n'est pas dégénératif pour les personnes ayant ou vivant avec une paralysie cérébrale. Professeur Kamoun Feki, je retourne avec vous parce que vous avez travaillé beaucoup au niveau de l'épilepsie. On sait très bien que ce sont des cas qui relèvent aussi des personnes vivant avec 7 mois durant, ça veut dire avec des personnes qui vivent avec l'épilepsie après leur naissance. Mais personnes d'autres qui n'ont pas l'appareil cérébral, ils vivent la même chose, l'épilepsie. Pourriez-vous me donner un rapport entre l'épilepsie et l'appareil cérébral? C'est quoi exactement le point de vue scientifique? Effectivement, chez les patients qui ont une paralysie cérébrale, on a fréquemment des crises épileptiques et c'est parmi les étiologies les plus fréquentes des crises épileptiques. Et comme vous le savez, quand le cerveau il est très vulnérable pendant la période néonatale et les périodes de développement, bien sûr, le cortex cérébral, c'est parmi les régions qui les plus vulnérables, que ce soit chez le nouveau-né à terme, mais aussi chez le prématuré. Et pratiquement, comme on l'a vu pour les étiologies, donc n'importe quelle agression qui va toucher le cerveau en développement, que ce soit en prénatal, périnatal ou postnatal, donc elle peut altérer le cortex cérébral et donc il y a une prédisposition importante à développer des crises épileptiques chez ces enfants. Comme vous le savez, chez les tout petits, les nouveau-nés qui vont faire de la souffrance fœtale et le manque d'oxygène pendant tout ce qui entoure la période de naissance, donc le cerveau va devenir très vulnérable et beaucoup d'enfants vont faire des crises épileptiques, parfois même des états de mal épileptiques qui vont encore alourdir le handicap moteur préexistant et ça va encore compliquer la prise en charge. Et d'ailleurs, nous, on a notre service, par exemple, il est connu comme travailler beaucoup sur les épilepsies sévères du nouveau-né et du nourrisson, ce qu'on appelle les encéphalopathies épileptiques. Et ce qu'on a remarqué, d'ailleurs, chez les enfants qui ont une épilepsie pharmacorésistante et une épilepsie sévère, la majorité, ce sont des enfants qui ont des paralysies cérébrales et des séquelles d'hypoxo-ischémie. Donc, vous voyez, le lien entre ces deux pathologies, il est très important. Et quand on a un enfant qui a une paralysie cérébrale avec une épilepsie qui est difficile à équilibrer, ça va encore rendre la prise en charge plus difficile. Et même quand on pense à l'intégrer dans une association, quand on prend en charge un enfant qui a une épilepsie sévère tout seul, par rapport à un autre qui a une épilepsie sévère et une paralysie cérébrale, donc là, ça va compliquer encore la prise en charge, que ce soit pour les professionnels de la santé, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, mais aussi en sens d'intégration dans une association qui va s'adapter à son type d'handicap. Et vraiment, ces crises épileptiques vont encore alourdir la prise en charge. Et on a vu parfois des enfants, quand ils font des moments d'orage de crise épileptique, ils sont obligés d'arrêter leur prise en charge de kinésithérapie jusqu'à l'amélioration. Donc, ce sont des cerveaux très vulnérables et donc qui sont encore prédisposés à développer des épilepsies, le plus souvent qui sont sévères et résistantes au traitement. C'est excellent. Et en plus de ça, je vais aller un petit peu plus là-dedans parce que vous êtes spécialiste aussi en paralysie cérébrale parce que vous avez obtenu un diplôme universitaire en infirmité motrice cérébrale. Je sais, c'est un terme qui existe en Europe. Nous, chez nous, on dit paralysie cérébrale, mais on a eu l'occasion de les rencontrer, même des associations sœurs en France. Avant, ils appelaient infirmité motrice cérébrale. Maintenant, ils commencent à dire paralysie cérébrale. Donc, parlez-moi de ce diplôme. Moi, j'aimerais bien vous écouter attentivement et initier des universités d'ouvrir des diplômes pour ça, parce que c'est un cas essentiel chez nous et même ailleurs dans le monde. Le taux de natalité au Québec pour les enfants naissants, la majorité naissent avec une paralysie cérébrale. On a presque au Québec 160 cas des enfants qui naissent avec une paralysie cérébrale. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, me parler de votre diplôme universitaire?
à ce sujet? Voilà, c'est une expérience. Ce diplôme, effectivement, c'était une expérience au cours de mon stage de neurologie pédiatrique dans l'équipe de Bicêtre, qui est connue l'équipe à Paris, donc en France. C'est une équipe de référence à ce moment-là, quand je suis passée pendant cette période. Madame Basma aussi, Moussa a fait aussi cette formation sur ce qu'on appelait à ce moment-là l'IMC et le polyhandicap. L'infirmité motrice cérébrale. C'est un diplôme où il y a un aspect pratique très intéressant. C'est un peu particulier comme diplôme. C'est-à-dire, c'est une formation qui s'organise sous forme de séminaire avec surtout des aspects pratiques. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cette formation. Oui. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de cours théoriques, il n'y a pas beaucoup de cours magistraux. Nous avons notre enseignant qui avait son petit tableau qui va noter quelques notes. Mais ce qu'on a apprécié, c'est qu'on était un peu plus proche des enfants avec paralysie cérébrale qu'on parlait. À ce moment-là, le terme paralysie cérébrale n'était pas accepté au cours de ce diplôme. Donc, il refusait ce terme. Voilà, il voulait le terme d'IMC sans atteinte cognitive ou IMOC avec atteinte cognitive. Mais c'était une occasion de se rapprocher plus de la pathologie, de comprendre un peu la physiopathologie de la paralysie cérébrale, de l'IMC, mais surtout, c'était ce que j'ai apprécié dans ce diplôme, c'est que c'est l'approche de l'enfant et comment l'examiner. Et toute la faveur au feu monsieur Michel Lemitailly, qui nous a appris beaucoup de choses, comment examiner un enfant dont on suspecte qu'il a une atteinte motrice. Et j'avoue que en tant que médecin, même si on ne va pas faire la rééducation, on ne va pas exercer la prise en charge en tant que kinésithérapeute pour ces enfants, mais ça nous a permis d'être plus proche de l'enfant, de connaître ses compétences, parce que le principe de ce diplôme, c'est qu'il insiste sur les compétences innées qui existent chez les enfants, entre guillemets, valides, parce qu'il n'aime pas le terme normaux, chez les enfants valides, mais aussi chez les enfants qui ont des problèmes moteurs, et d'essayer de dégager ces compétences innées qui existent chez ces enfants pour les développer, pour les améliorer par la prise en charge, mais en même temps, utiliser ces potentiels pour examiner les enfants. Donc vraiment, c'était un diplôme qui nous a permis d'avoir des compétences qu'on utilise même, pas seulement chez les enfants dont on suspecte une paralysie cérébrale, mais en neurologie pédiatrique. Maintenant, pratiquement toute l'équipe maîtrise quelques compétences qu'on a appris, qu'on a essayé de transmettre, moi aussi, Madame Basma, à toute l'équipe. Et donc, c'est vrai qu'il faut... C'est un diplôme qui a été fait pendant une période, qu'ils ont développé des techniques de prise en charge, surtout les méthodes de Mitaillé, les méthodes d'éducation thérapeutique. C'est vrai que maintenant, il y a d'autres techniques dans la prise en charge des enfants avec paralysie cérébrale. Donc, peut-être on a besoin de nouveaux diplômes sur la paralysie cérébrale pour avoir de nouvelles données, voilà, sur la physiopathologie, sur maintenant le côté de la génétique. Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles techniques, telles que la méthode Voita? Il y a d'autres thérapies qui se développent. Vraiment, oui, il faut développer. Enfin, nous, on a profité, c'est vrai, il y a des données qui nous apparaissent intéressantes, qu'on a essayé d'appliquer certaines mesures en Tunisie. C'est vrai que ce diplôme n'est pas adapté à 100% pour notre population, pour nos moyens, mais effectivement, il faut développer des diplômes spécifiques pour nos régions. Par exemple, à Sfax, on a essayé de développer un certificat d'études complémentaires qu'on a appelé Cerveau en développement. C'est incroyable. Voilà, qu'on a développé. Il y a eu quelques promotions. Maintenant, on a fait une petite pause et on va peut-être le reprendre ultérieurement. Donc, on a essayé de faire comprendre les principes du développement cérébral et les principes de la prise en charge précoce des cerveaux des enfants qui sont vulnérables. Donc, ces formations sont très, très importantes, effectivement. Toutes mes félicitations. Aller de l'avant, c'est se renouveler dans le monde médical pour donner un peu d'espoir à ceux et à celles qui n'ont presque rien. Maintenant, je retourne à Madame Ben Moussa. On ne vous a pas oublié, Madame Ben Moussa, mais vous allez avoir votre tour de réponse et on sait très bien, vous êtes physiothérapeute dans votre pays et nous connaissons tous le rôle essentiel et important des physiothérapeutes, des ergothérapeutes qui apportent à leurs patients. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler un petit peu quelles étaient les conséquences de la COVID sur les personnes vivant avec la paralysie cérébrale?
ce confinement? Oui. Pendant la pandémie du Covid, il y a les enfants qui sont confinés à la maison, donc ils n'ont pas pu aller au centre de rééducation. Ils ont arrêté presque tout le programme de rééducation. C'était très difficile pour les parents et pour les enfants de rester à la maison. Et bon, heureusement, il y a des parents qui ont bénéficié d'une formation au service de neurologie pédiatrique, formation sur la rééducation à domicile, autorééducation. Donc, on a essayé de le montrer des exercices, des exercices de rééducation, de positionnement, des conseils de kinésithérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie. Et on n'a pas perdu le contact avec nos patients. On a remédié notre approche par à travers les réseaux sociaux. On a utilisé le WhatsApp, le Messenger, le téléphone pour aider les parents comment travailler avec leurs enfants et essayer le maximum possible de l'aider et de ne pas revenir aux des problèmes neuro-orthopédiques et de problèmes les dégâts les complications de paralysie cérébrale sur le squelette de l'enfant. Donc, on a essayé de faire aussi des webinaires à distance pour répondre à des questions des parents, de soulager un peu de leur angoisse à travers, puisqu'ils n'apportent pas leurs enfants aux médecins, aux rééducateurs et tout ça. Donc, on a essayé à travers l'association et le service neuropédiatrie de donner d'utiliser les nouvelles technologies au service de rééducation et au service de la prise en charge globale de l'enfant. C'est très bien. Écoutez, on a tous vécu cette pandémie. Oui. Et nous, on a eu quelques décès malheureusement parmi nos membres. Mais en général, les membres ont tenu le coup dans un confinement total avec le sourire. Et ça, c'était notre fierté. Ouais. Ils ne sont pas se laissés aller. Ils ont tenu définitivement cette prudence pour ne pas attraper ce virus. Maintenant, je voudrais savoir quelque chose au niveau de votre association. Je vois, elle est vraiment une association très active. Et nous aurons aussi l'occasion de parler d'autres associations à travers le monde parce qu'on diffuse mondialement nos émissions. Parlez-nous un petit peu des services offerts de votre part aux membres et aux parents. Parce que nous, on a sorti un nouveau mouvement, association parents-enfants, et c'est devenu extrêmement urgent de penser aux parents qui ont tout laissé pour aller s'occuper de leurs enfants. Parlez-nous un petit peu de vos services offerts. Parmi nos services au sein de l'association, c'est d'organiser des cycles de formation, formation continue pour les parents et aussi pour les professionnels de santé et tous les intervenants de l'enfant. Et de mettre en place un réseau pluridisciplinaire qui travaille ensemble et s'unifier pour améliorer la qualité de la prise en charge des enfants et leurs parents. Donc, pour les cycles de formation, donc, on a organisé plusieurs formations. On a commencé depuis 2010 les sessions de formation et on a regroupé chaque année, on regroupe un groupe de parents qui bénéficient de formations théoriques et pratiques
C'est avec l'équipe de service neuropédiatrie et de laboratoire et qui nous aide pour faire des présentations aux parents, soit les médecins ou l'équipe de rééducation, pour faire comprendre aux parents c'est quoi la paralysie cérébrale, les démarches thérapeutiques, comment apprendre des exercices de prise en charge, de rééducation motrice, de rééducation ergothérapique, orthophonique et tout ça. Et c'est intéressant aussi de s'échanger ensemble, de partager les expériences entre les parents et les professionnels. Cette formation a un impact très important, surtout sur le plan psychologique. D'ailleurs, si le parent accepte son enfant et l'handicap de son enfant, il peut adhérer au programme de prise en charge. Si il est déprimé ou il n'accepte pas ou il refuse l'handicap, il ne peut pas aller à grand chose. Donc cet espace de parole ou d'écoute avec les parents, ça nous permet d'encadrer les parents et de le faire impliquer positivement dans la prise en charge et le dire que vous n'êtes pas seul, que nous sommes près de vous et nous sommes à l'écoute de leurs soucis, leurs problèmes. Et s'il y a quelque chose qu'on peut l'aider, c'est soit avec les exercices, soit avec les conseils, de partager les bons plans, les bonnes adresses où il peut aller pour faire l'intégration scolaire, par exemple, ou l'intégration sociale. Donc, on essaie de travailler avec l'enfant, avec les parents pour aller indirectement pour l'enfant. Donc, on essaie de travailler, on prend l'enfant en tout. Si les parents, si on garantit un équilibre dans la famille, on garantit une bonne évolution de l'enfant. Et de montrer l'importance de l'affection des parents, l'affection familiale, parce que ça peut aider l'enfant et il peut terminer son chemin et son parcours thérapeutique. Ben, c'est beaucoup de projets et des services offerts à vos membres. Et surtout, vous avez dit un petit mot que je me suis arrêté là-dedans, quand on essaye d'ouvrir les portes pour que la personne handicapée soit mieux acceptée. On sait très bien ce qui se passe dans le monde entier, mais je vois avec clarté que les parents sont engagés à 100% dans ce processus envers leurs enfants. Oui. C'est ça, je pense, il joue un rôle même comme chez nous. Et c'est ça ce qui est primordial dans une structure qui relève d'un handicap, que ce soit l'appareil cérébral ou autre handicap. Maintenant, je retourne au professeur Sharfit Riki. Et je pense, étant donné que vous êtes très impliqué dans le processus sociétal au niveau du handicap, c'est sûr, quand on est neuropédiatre, on regarde l'appareil cérébral et autres handicaps aussi. Êtes-vous en mesure de me donner une idée approximative sur le pourcentage des personnes vivant avec un handicap en Tunisie et spécifiquement de la paralysie cérébrale? Êtes-vous au courant d'un chiffre qui est reconnu? Est-ce que les chiffres sont dévoilés en Tunisie au niveau du handicap? Il n'y a pas de problème pour les dévoiler. Le problème, c'est qu'il est très difficile de les avoir parce que malheureusement, on n'a pas de registre national. On a fait, au cours de notre projet de recherche fédérée qui a été fait entre les universités de Tunis, de Sfax et de Sousse, nous avons essayé de recenser le nombre de handicaps qui existent à travers l'étude des cartes d'handicapés délivrées. Donc, c'est à peu près 11%, si je ne me rappelle pas. Je ne sais pas, est-ce que Mme Kamoun se rappelle? Vous êtes 12 000 personnes, 12 millions de Tunisiens en Tunisie. 12 millions.
Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on était sûr que le chiffre n'est pas très, Bizarre. non, le chiffre n'est pas très, très juste parce qu'il s'est avéré que la carte de handicapé, elle était aussi donnée pour aider socialement, pour aider les enfants à se déplacer, pour avoir aussi les séances de kinésithérapeute. Donc, le chiffre n'est pas très, très exact. Il faut dire on n'a pas d'étude épidémiologique qui a été faite porte à porte, ni de registre. Donc, je peux vous donner les chiffres qu'on a dans le service. Par exemple, pour la déficience intellectuelle, la Oui, dernière cohorte qu'on a faite, c'est 450 patients. Pour le handicap, pour la déficience motrice et la paralysie cérébrale, nous sommes en train de la mettre en place. Nous sommes maintenant à 200 et 200 patients sans épilepsie, parce que quand on associe la paralysie cérébrale avec épilepsie, ça devient une autre cohorte et le nombre devient un peu plus important. Mais malheureusement, on n'a pas de chiffres, mais, exacts sur le plan national, quoi. mais c'est dû au registre seulement? C'est dû qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de neuropédiatres chez nous. Donc, la paralysie cérébrale, elle est prise en charge par plusieurs personnes. Et le parcours de santé de ces enfants n'est pas très clair, n'est pas toujours très, très clair et très unique. Quand ils vont en pédiatrie, c'est une prise en charge. Quand ils viennent en neurologie adulte, c'est une autre prise en charge. Quand ils vont en neuropédiatrie, c'est une autre prise en charge. Donc, on n'a pas encore les services, on a 2 services uniquement de neurologie pédiatrique en Tunisie. Il y a un service à Tunis et notre service à Sfax est en peine, vraiment en peine à se positionner dans la neurologie, dans tout ce qui est neurologique. Donc, là, on n'a pas, je ne peux pas dire quel est le nombre. Je peux dire que ce que j'ai dans le service de neuropédiatrie, mais je sais très bien qu'en néonatologie, en pédiatrie, en neurologie et en médecine physique, il y a d'autres patients qui ont des paralysies cérébrales et qui ne sont pas suivis par la neurologie pédiatrique. Donc, je ne peux pas avoir une idée assez claire. Et là, je pense que c'est un objectif qui doit être l'un des objectifs de l'association, c'est de mettre en place un registre et de recenser tous ces patients, parce que c'est avec ça qu'on peut améliorer, qu'on peut faire une politique et on peut demander au gouvernement d'améliorer la prise Voilà, en charge voilà. d'avoir beaucoup plus de moyens et de possibilités de les prendre en charge. Professeur Sharfi Triki, je vais vous donner des chiffres de chez nous qui vont vous faire réfléchir. Seulement au Québec, vous savez, le Québec, c'est 8 millions d'habitants. Au niveau de la paralysie cérébrale, nous avons 22 000 personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Et ce n'est pas fini. Tout handicap confondu, nous avons au Québec 1 200 000 personnes vivant un handicap tout confondu, toutes sortes d'handicaps. Ça veut dire, on est rendu le 1 200 000, si on ajoute les aidants naturels, si on ajoute les parents, les papas, la maman, les frères et sœurs, on est rendu à 4 millions. Ça veut dire la moitié de la population québécoise est liée directement ou indirectement à quelqu'un qui vit un handicap. C'est pour cela, ce sont les chiffres du gouvernement. Ce ne sont pas nos chiffres à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela la place des personnes handicapées au Québec est d'une importance extrême. C'est un être humain à part entière. Nous sommes tous des êtres humains semblables et on relève aussi de l'article 1 des Nations Unies, nous sommes tous nés égaux. C'est ça. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de gouvernement, c'est le rôle des décideurs comme vous. Il y a toutes sortes de décideurs dans notre société d'aller sensibiliser les gouvernements et le public pour la cause, parce que ce sont des personnes qui ont le droit de vivre comme toute personne valide. Il faut dire qu'en Tunisie, nous avons les lois, il y a beaucoup de lois qui sont en faveur de l'handicap, de la personne avec déficience ou avec handicap. Mais malheureusement, il y a les lois, la théorie et la pratique. Et il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Par exemple, pour le handicap, nous avons des associations, nous avons la possibilité de faire
la rééducation, la prise en charge, l'intégration scolaire, mais il n'y a pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de personnel qui prennent en charge toutes ces personnes. Donc, ils sont obligés d'aller en privé. En privé, ils n'ont pas de prise en charge. On impose de faire l'accès pour les handicaps avec la chaise volante. Ça, c'est obligatoire, mais on en fait des accès qui ne sont pas appropriés, avec des accès un peu abrupts. Donc, il y a beaucoup de travail à faire entre la théorie et la pratique. Ça, c'est vrai. Tout ce qui est théorie, les lois, ils sont bien là, ils sont bien présentes. Le gouvernement a bien fait son travail, franchement. Le problème, c'est maintenant dans l'implémentation et dans l'application. Exactement ça. Ben, je retourne à Dr Fatma Kamoun Feki. Je veux comprendre un petit peu cette relation humaine. Vous êtes neuropédiatre et vous êtes secrétaire général de l'Association tunisienne de paralysie cérébrale. Et quelle est cette idée qui vous a ramené de vivre votre profession et votre humanisme en même temps? Voulez-vous nous parler de ça un peu, s'il vous plaît? C'est une question un peu philosophique. Effectivement, comme je l'ai mentionné au début, quand on fait la neuropédiatrie et qu'on aime faire surtout la neuropédiatrie, il faut faire le travail associatif. Et quand on fait aussi l'associatif, c'est pas être simplement un membre dans une association, parce qu'on peut être membre dans plusieurs associations, mais je pense aussi que l'implication effective et être un membre vraiment actif de l'association, c'est aussi très important. Et être secrétaire général de l'association de paralysie cérébrale, c'est pas une obligation, mais c'était une façon d'exercer plus en termes de paralysie cérébrale, d'être plus proche de ses parents. J'avoue que au début, dans notre contact médical, même si on est proche des parents de patients, mais quand on fait l'associatif et on fait le côté humain, on comprend mieux les parents, on comprend mieux leur souffrance et surtout, on voit directement aussi le bénéfice de la prise en charge associative. Parce que quand on fait le côté médical, parfois, on n'a pas beaucoup de temps de discuter avec les parents. Et j'avoue qu'en consultation, quand on voit certains parents, on garde cette distance médecin, parents. Mais quand on est dans l'associatif, on est parfois des amis. Donc, on a des membres du bureau qui sont des parents. Et là, on est des amis, Donc, ça donne un peu plus de relations humaines et ça améliore la qualité de soins et ça améliore les relations. Donc, je pense que le côté associatif, il est très important dans notre vie. Et je pense que c'est une obligation. C'est une obligation quand on aime notre métier. L'associatif, il est très important. Et on a vécu de très belles expériences avec l'association. Là, tout à l'heure, Madame Basma, quand elle a parlé de l'éducation des parents, avec le travail associatif, on a vu des couples qui étaient sauvés du divorce à la suite de la naissance de l'enfant avec un handicap. Donc, il y avait des personnes des couples qui allaient se séparer parce qu'ils avaient un premier enfant avec paralysie cérébrale, avec un handicap. Excusez-moi, je pense qu'il y a un problème de connexion. Non, on vous entend très bien. On vous entend très bien. D'accord. Et donc, vraiment, ce côté humain, on le voit se développer avec l'associatif, chose qu'on n'a pas l'occasion de le vivre et de l'appliquer si on fait seulement le côté médical. À part votre travail comme médecin, vous participez aussi aux activités de l'association. Vous êtes avec les parents, avec les enfants, tout ça. Bien sûr. Là, Mme Basma a parlé des formations. Donc, on participe à la formation des parents. Il y a aussi l'organisation de journées un peu éducatives aussi pour les enfants. Donc, les enfants avec handicap, donc on leur fait de temps en temps, par exemple, des petites journées d'ateliers, de musique, enfin d'activités ludiques. Ça aussi, on vit spontanément dans ces journées de sensibilisation et d'éducation. Donc vraiment, on entre dans le jeu avec les enfants et donc vraiment, c'est un autre côté, c'est un autre monde qu'il faut vivre avec les patients. Oui. C'est extraordinaire, mais toutes mes félicitations pour cet engagement humain là et professionnel en même temps. Maintenant, je retourne à Madame Ben Moussa aussi.
pour avoir son point de vue, parce qu'elle n'est pas seulement avec l'appareil cérébral, elle n'est pas seulement en physiothérapie, elle est aussi bénévole en titre dans Viva Karama. Donc, c'est un autre bénévole, c'est une autre sorte de bénévolat pour les personnes handicapées et surtout pour les personnes vulnérables qui forment une société complètement à part. Donc, voulez-vous nous parler aussi de cet engagement avec toutes ces préoccupations que vous assumez dans votre métier et dans votre engagement avec l'association? Bon, association Viva Karama, bon, on travaille un peu plus avec les adolescents, les adultes, surtout lorsqu'ils sont en situation de handicap et ils trouvent des difficultés à l'insertion dans la vie sociale, la vie professionnelle. Donc, comment comprendre quelles sont les compétences de ces personnes-là, comment l'aider de réaliser leurs rêves malgré leurs difficultés, malgré leur handicap. Donc, on a voulu, à travers de cette association, parce que Viva Karama, c'est en arabe la dignité. Donc, c'est de donner de la dignité à la personne. Et même il porte l'handicap, il faut toujours garder la dignité de vivre, d'être un membre actif dans la société. Il peut réaliser ses rêves, il peut être créateur, il peut être fonctionnel dans la vie professionnelle. Donc, dans l'association Viva Karama, elle travaille avec les personnes vulnérables, soit des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont pauvres ou qui n'ont pas les moyens de réaliser leur insertion professionnelle. Nous aussi, avec cette association, il y a des professionnels, il y a des parents qui travaillent ensemble pour aider ces personnes. Et on a travaillé dans le projet de self-advocacy, c'est l'auto-représentation, que les personnes handicapées, il a le droit de défendre à ses droits d'inclusion dans la société, droit de travailler, droit de l'éducation, droit de la formation, droit de l'accessibilité de l'environnement. Donc, c'est presque, on se complète avec l'association de paralysie cérébrale parce que nous, on travaille avec les jeunes, avec les bébés, les enfants et avec les parents. Et après, il faut se préparer pour le futur, l'adulte d'une personne avec paralysie cérébrale ou porteur d'autres handicaps. Merci beaucoup. Je retourne pour la finale de notre belle émission à professeur Chanes Charfi Triki et je vous demande si vous avez un souhait, un désir à transmettre dans votre belle carrière et dans votre sagesse que j'ai ressentie dans vos réponses, quelque chose à transmettre pour ces personnes qui naissent avec une paralysie ou avec un handicap différent, pour sensibiliser et les gouvernements chez vous et même les autres gouvernements et surtout la population. Quels seront vos souhaits? Mon souhait, c'est le souhait de toute mère, en fin de compte, c'est d'avoir un enfant qui a une vie la plus normale possible. Et naître avec une déficience ne doit jamais devenir un handicap. Donc, c'est ça, on doit vraiment travailler tous ensemble, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les parents, que ce soit le gouvernement pour améliorer. C'est notre devoir, en fin de compte, c'est le devoir de toute personne qui prend en charge, qui est dans cette ambiance, si on peut dire, que ce soit les médecins, que ce soit le gouvernement, tous on doit penser à améliorer la qualité de vie
et rendre la vie des personnes avec déficience la plus normale possible. On n'a pas le droit de les priver d'être heureux et d'avoir les mêmes occupations, d'avoir les mêmes envies, les mêmes rêves qu'un enfant normal. On n'a pas le droit. Mais c'est extraordinaire. Vous savez, pour compléter ce que vous venez de dire, nous avons eu l'occasion de réaliser un avion au 60e anniversaire des Nations Unies et de notre association, parce que l'année prochaine, on va fêter notre 75e. On est allé donner des concerts à l'UNESCO à Paris et on a signé, c'était sous la présidence d'honneur du directeur général de l'UNESCO, et nous avons signé une déclaration relative aux droits et à la dignité des personnes vivant avec l'appareil cérébral. Et la dignité, c'est un terme important pour l'humanité. Tout à fait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, professeur Sharfit Riki, pour cette belle expérience vécue avec vous et ces réponses adéquates. Vous avez donné une image très claire de votre professionnalisme et de votre humanisme envers les personnes, les enfants malades et les enfants handicapés. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et je retourne maintenant à professeur Fatma Kamoun Kifiki. Elle va nous parler aussi de ses souhaits parce qu'elle a déjà réalisé un certificat à l'université de Sfax. Elle a déjà suivi un diplôme pour l'appareil cérébral. Mais avez-vous d'autres souhaits à nous transmettre aujourd'hui? Oui, comme ça a été mentionné, notre souhait, c'est d'avoir la meilleure qualité de vie pour tous nos patients. Mais peut-être mon souhait, c'est l'implication de la population générale, pas seulement les médecins et les associations, mais toutes les personnes qui sont en contact avec les personnes handicapées, les enseignants, toutes les personnes de la société, de la population générale, qu'elles s'impliquent plus pour appliquer toutes les faveurs, parce que nous, on a beaucoup de faveurs pour les personnes avec un handicap, mais ça reste le problème de l'application de ces mesures et de l'implication de toutes les personnes. Donc, je pense que si tout le monde va s'impliquer dans la prise en charge des personnes, donc on aura une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Et une personne avec un handicap, elle n'a pas le droit de vivre dans les mêmes conditions depuis des années. Donc, il faut que les conditions évoluent avec le temps. Écoutez, merci beaucoup, professeur, pour cet engagement réel envers les personnes malades et handicapées. J'espère que nous aurons l'occasion de se reparler de différents sujets pour de meilleurs lendemains. Et je veux terminer avec Madame Ben Moussa, avec cette belle expérience et l'initiatrice de cette rencontre, de cette belle rencontre avec des sommités de votre pays. Voulez-vous nous parler de vos souhaits aussi? Mes souhaits aussi, comme l'a dit mes professeurs, je rejoins leur avis, et aussi de renforcer la formation et la formation sur le handicap, surtout dans tous les filières, soit santé, éducation, toutes les filières qui intervenant avec l'enfant et avec les personnes. Donc, si on travaille ensemble, on peut y arriver d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. Et je trouve que la responsabilité, notre responsabilité est aussi médicale et sociale. Il faut un qu'on travaille ensemble pour aller à notre objectif. Donc, la formation, c'est parmi les objectifs de notre association, c'est d'améliorer la formation des professionnels et des parents. Et lorsqu'on travaille ensemble, on peut y arriver. Voilà. Ben, Madame Ben Moussa, encore une fois, merci beaucoup pour cette belle collaboration et cet engagement dans votre pays. Et surtout, je pense que vous prévoyez aussi préparer beaucoup d'autres choses suite à nos différentes conversations pour préparer cette émission. Permettez-moi maintenant de vous dire à vous trois,
Merci, un grand merci du fond du cœur. J'ai été très touché par votre présence et par votre conviction relative à l'handicap, à toutes sortes d'handicap. On ne va pas parler seulement de la paralysie cérébrale. La réussite de ce projet Téléhandicap est avant tout le fruit de la volonté, de l'enthousiasme et surtout de votre engagement et d'engagement d'autres personnes à travers le monde pour diffuser le message. Donc, je vous remercie infiniment de votre participation aujourd'hui. Au nom de Téléhandicap, je vous dis merci et à bientôt.